Salut les amis et bienvenue sur Filmcolique. Donc nous en étions à l'épisode 2 de Rise of Empire. Voyons voir ce que cet épisode nous réserve. Donc l'épisode commence là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire directement au siège de Constantinople, donc la fin de l'épisode 1 quoi. Nous voyons les gros canons de 8 mètres de long tirés sur les remparts de Constantinople. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais les dessins et l'aspect technique de ces canons ont été faits par le sultan Fatih Mehmet lui-même. Dans la série, on a l'impression genre que c'est le Hongrois qui a eu l'idée, mais historiquement c'est faux. L'ingénieur hongrois a juste servi à la réalisation du projet du sultan. Donc cet épisode est composé par contre de pas mal de flashbacks pour comprendre comment et dans quelles conditions, quel environnement le sultan a grandi. Et il y a tellement de fausses informations là-dedans, c'est hallucinant d'ailleurs qu'ils ont... Je sais même pas parfois s'ils ont fait appel à des historiens quoi. Nous nous retrouvons donc en 1443, donc 10 ans avant le siège du sultan Fatih Mehmet. Nous voyons que son père, le sultan Murad II, a lui-même tenté de prendre la ville, mais il n'a pas réussi. Il est important de signaler que 23 armées ont essayé de conquérir cette ville avant que le sultan Fatih Mehmet réussisse. Car, dans un hadith très connu, le prophète Mohammed a dit « Constantinople sera conquise. Quel excellent commandant que son commandant et quelle excellente armée que son armée. » Donc la motivation principale était vraiment d'être la personne dont le prophète Mohammed a nommé en fait. Et bien sûr, nous arrivons à une scène d'une grande absurdité. Le sultan Murad II dit « Certains se demandent même si Allah a le pouvoir de casser les remparts de Constantinople. » C'est tellement pas plausible qu'un sultan puisse dire une chose pareille, c'est quasiment impossible. Surtout Murad II qui est connu pour sa sagesse, sa piété. Mais il voulait juste dramatiser la scène, genre il montrait que c'était mission impossible de casser ses remparts et de conquérir Constantinople. Il voulait ajouter cet effet de drame. Mais bon, est-ce que c'est correct de modifier quand même l'effet historique ? Je sais pas trop quoi. Et comme si c'était pas déjà assez absurde, on rajoute encore une autre scène, c'est quand le prince Mehmet dit « Moi je vais conquérir Constantinople. Papa, toi t'as pas réussi, mais moi je vais réussir car j'ai un orgueil démesuré. » Non, franchement, là, c'est la débilité à son compte, en fait. C'était vraiment dommage, en fait, qu'il mette ça sur le compte de son orgueil. Et on va ressentir ceci, malheureusement, encore et à la longue, ça devient vite lassant. Par orgueil et avidité, quoi. C'est vraiment pas le cas ici, mais de toute façon, nous y reviendrons plus tard. Nous voyons donc les canons attaquer, et Constantin XI et son grand-duc Lucas Notaras observer ces attaques. Ensuite, vraiment, c'est là que j'adore le côté documentaire, c'est parce qu'on nous montre vraiment comment étaient les remparts. Parce qu'au premier abord, quand on voit les images et on voit comment c'est filmé, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul grand rempart qui défend donc la ville de Constantinople. Mais la vérité est complètement différente. On a affaire à une véritable forteresse ici, avec un canal d'eau en avant, ensuite des tranchées, plusieurs tranchées, de 7 à 8 mètres de profondeur entre chaque rempart intermédiaire. Et enfin, le rempart principal qui est juste gigantesque. À cet instant, on se rend compte pourquoi cette ville a résisté à autant d'armées. Puis nous voyons en fait que ces gros canons chauffaient énormément et qu'ils se fissuraient petit à petit, donc la fréquence d'utilisation était très limitée. Chaque canon pouvait être utilisé environ 6 à 7 fois par jour maximum. Et les boulets de canon, quant à eux, pesaient environ 1 tonne. Vous imaginez un boulet de canon d'1 tonne qui vous arrive sur la gueule ? Donc voilà à quoi a résisté ces remparts de Constantinople. Nous arrivons au 6e jour du siège et malheureusement, les murs, ou plutôt les remparts, sont toujours debout. Certes, les boulets de canon ont un impact non négligeable, mais ne sont pas assez puissants pour détruire complètement les murs. Ensuite, nous voyons donc Giustiniani motiver ses troupes pour faire des raids en dehors des remparts. Il motive ses mercenaires avec un petit discours, et d'ailleurs on voit leur armure qui doit être vraiment extrêmement lourde. Ces Génois ont juste une armée complètement en acier, donc environ 40-50 kg à se trimballer sur le dos. Donc malheureusement par contre cette scène de bataille qui suit n'est pas très réaliste, car on voit les janissaires, qui sont quand même l'une des meilleures armées, si ce n'est la meilleure armée d'Europe, se diriger droit sur les archers. Et honnêtement, ils attendent de se faire tuer quoi. Et le truc qui ne va pas du tout, c'est qu'on n'a pas l'aspect perspective. On a l'impression que les janissaires sont sur une plaine et que les mercenaires de Giustiniani sont eux aussi au même niveau qu'eux. Or, dans la réalité, les mercenaires de Giustiniani sont en hauteur par rapport aux janissaires, donc ils ont l'avantage sur eux. Les janissaires, pour atteindre donc les mercenaires, devaient gravir ces tranchées de plusieurs mètres.
Une chose bizarre aussi, c'est que les historiens étrangers disent que les janissaires étaient la meilleure armée d'Europe, etc. Mais de l'autre côté, ils vous disent qu'ils n'étaient pas faits pour le combat rapproché. Or, la force d'attaque des janissaires est justement le maniement d'épée et le corps à corps. Donc un janissaire n'a pas de monture, donc ils ne seront jamais sur des chevaux, ils seront en mode fantassin. Voilà, c'est bien de le signaler quand même, parce que c'est complètement illogique cette scène. De plus, ils te sortent que, selon les sources romaines, Justiniani n'a pas perdu un seul homme. Oui, c'est ça, on y croit à vos sources. Non, faut arrêter en fait, c'est de l'histoire, donc selon la source romaine, selon la source ottomane, vous allez voir des chiffres différents. Donc rien que le fait de dire une chose pareille, ça n'a aucun sens et ça n'a aucune valeur surtout. Puis, encore une fois, on nous montre l'image d'un sultan téméraire et impatient. Certes, le sultan veut vite en finir avec ce siège et conquérir Constantinople, mais de là à avoir des sauts d'humeur tous les 2 secondes, ça devient vite saoulant de voir ça. On voit par la suite que les Ottomans sont menacés à l'ouest par les Serbes et les Hongrois, au sud-ouest par les renforts du pape, et au sud par les Karamanides, qui ne faisaient pas encore partie de l'Empire ottoman à l'époque. Du coup, le sultan Fatih Mehmet avait plusieurs fonds à gérer en plus de son siège à Constantinople. Dans la scène suivante, nous voyons un des canons exploser. Et en effet, c'est vraiment arrivé. Donc le 10e jour du siège, un des canons explose et le sultan Fatih Mehmet est blessé. Et quant à Urbain, l'ingénieur hongrois, il est tout simplement mort. La scène suivante est vraiment horrible. Donc encore des flashbacks. Nous voyons que le prince Mehmet a été ramené à Edirne, Adrianople, entre parenthèses, Adrianople, par ordre du sultan Murad II, et on voit une froideur de fou du sultan vis-à-vis de son fils, quoi, et c'est totalement illogique. Genre, le prince est terrorisé. C'est n'importe quoi. Ceci ne reflète absolument pas la réalité. En plus de cela, la mère du prince Mehmet, qui est Huma Hatun, est avec son fils à Edirne, et ce jusqu'à qu'elle décède en 1949. Donc faut arrêter, le prince n'a pas grandi sans mère, etc. Et genre comme par hasard, c'est une européenne, Mara, la princesse Mara, ou la belle-mère donc Mara, qui prend soin de lui dans ce monde de brutes. Franchement, on est qu'à l'épisode 2, mais on voit tout de suite par qui a été écrit le script, quoi. Je sais, depuis tout à l'heure, j'envoie des critiques, etc., mais aussi des belles choses. Par exemple, une chose intéressante et qui reflète totalement la réalité, c'est le trône du sultan. Les trônes des sultans ont toujours été de cette manière, donc rien à voir avec les trônes du style roi d'Europe, quoi. La chaise en or, avec des diamants, etc. Comme on peut le voir, c'est un trône très simple. Personnellement, j'aime bien aussi l'appeler le trône du peuple, car il est fait en bois. Et voilà, il n'y a pas d'ornement, il n'y a rien, quoi. C'est un truc en bois tout simple et le sultan est assis dessus. Il peut être assis dans différentes positions et voilà, le confort avant tout. Ensuite, nous voyons le prince Mehmet baiser la main de son père. Donc la baisse de la main, ceci est une chose qui existe toujours, cela fait partie de la culture turque. Les jeunes, par signe de respect, le font quand ils arrivent chez les grands-parents, chez les parents, les personnes âgées. Ensuite, donc, on nous montre un sultan qui est très studieux et intelligent. Effectivement, c'était le cas. Le sultan Fatih Mehmet parlait 5 langues et maîtrisait tellement de disciplines différentes. Ensuite, donc, la scène suivante, comme je l'ai déjà dit, le sultan Murad II était quelqu'un de très pieux et surtout, il ne voulait pas rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Il voulait se consacrer aussi à d'autres choses. C'est pour cela qu'il décide de céder sa place au prince Mehmet, qui deviendrait alors le nouveau sultan. Ceci se déroule donc en 1944. Bien sûr, nous avons la scène d'allégeance ensuite. Directement, le sultan Fatih Mehmet, malgré son âge, veut conquérir Constantinople. Donc, il appelle ses pachas et leur demande des idées pour comment gérer le siège, etc. Les pachas sont surpris, car les Romains ne représentaient pas une menace pour les Ottomans. Donc, pour faire simple, les pachas n'étaient pas chauds. Le sultan Fatih Mehmet dit quelque chose de désagréable contre les janissaires, comme quoi ils sont avides d'argent, etc. Genre, le chef des janissaires ose faire un pas en avant pour mettre la main sur le sultan, et c'est Chandala Halil Pacha qui dit stop, attention et tout. Non mais, c'est n'importe quoi. Genre, le mec il menace un sultan. Dans la vraie vie, il l'aurait fait exécuter directement. Faut arrêter ce genre de délire.
Scène suivante, on voit Chandler Halil Pacha se plaindre auprès de Murad II que son fils part en cacahuète car il a trop d'ambition, etc., qu'il ne fait pas attention aux menaces des Hongrois et des Serbes et qu'il veut juste conquérir Constantinople. En réalité, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Le sultan Fatih Mehmet envoie une lettre et demande à son père de revenir au pouvoir, car les janissaires veulent se révolter et surtout les Ottomans risquent de se battre sur plusieurs fronts en même temps. Le manque d'expérience du sultan Fatih Mehmet l'incite donc à demander l'aide de son père. Et là, encore une fois, une nouvelle scène d'une grande absurdité. Le sultan Murad II humilie son fils devant tous les autres pachas. Pas du tout compréhensible, étant donné que c'est lui-même qui lui a demandé son aide. Pourquoi il ferait ça ? Ensuite, genre la nuit, on voit le petit sultan Fatih Mehmet convoiter le trône de son père. Et bim, comme par hasard, sa belle-mère Mara est là. Genre la meuf, elle reçoit tout de suite une notification à chaque fois que Mehmet entre dans cette salle. Bref, je sais même plus quoi dire là-dessus, passons. Donc nous terminons avec toutes ces scènes de flashback pour cet épisode. Et nous arrivons donc au moment où il y a l'explosion du canon. Et le sultan Fatih Mehmet donc décide d'attaquer le lendemain. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, c'est la façon de le faire. Le sultan Fatih Mehmet est toujours énervé, toujours au bout, et franchement ça ne reflète vraiment pas la vraie personnalité du sultan. C'était quelqu'un de très réfléchi quoi, et là on a l'impression d'avoir quelqu'un d'un rageux qui s'énerve tout de suite, etc. Et franchement c'est illogique. N'importe qui a lu au moins un seul livre sur le sultan Fatih Mehmet saurait que c'est du grand n'importe quoi. Et donc le sultan Fatih Mehmet motive ses troupes. Il fait un discours avant d'envoyer son armée sur les remparts de Constantinople. Malheureusement, deuxième échec ici. Le sultan Fatih Mehmet, alors très déçu, donc décide de retourner dans sa tente. Et donc là, il reçoit une lettre qui l'informe de l'arrivée prochaine de renforts, mais on ne sait pas de qui il s'agit et de quoi il s'agit exactement. Ceci était la fin de la critique de l'épisode 2 de Rise of Empire Ottoman, ou l'essor de l'Empire Ottoman. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager la vidéo. Et surtout, on se retrouve donc pour l'épisode 3. Ciao ciao.